parle? À cette question, la réponse semble devoir tomber sous le sens. C'est l'homme qui, parmi les vivants, est l'animal parlant. L'homme est l'être doué de parole, nous dit Aristote, le philosophe, dans son ouvrage de la politique. L'homme est le seul animal doué ou doté du logos, c'est-à-dire du langage, c'est-à-dire de la raison. René Descartes, le père de la philosophie moderne et du cogito ergo sum, je pense donc je suis, voyait dans la parole la manifestation de la pensée qui était cachée, piégée dans notre corps. Dans la tradition philosophique que l'on vient de citer, la parole est le critère discriminant entre l'homme et l'animal. Au-delà des discussions sur le caractère inné, c'est-à-dire naturel, ou acquis, c'est-à-dire culturel, du langage, il est une chose qui est certaine, le langage ne nous a pas été mis dans la bouche d'emblée. Ce n'est pas un don des dieux. C'est à la suite d'un long processus d'hominisation, nous dit André Leroi-Gourhan dans La parole et le geste, que l'homme a acquis le langage, que la parole est née. La première étape fut de se détacher de la posture du quadrupède pour devenir un bipède. Se redressant, nos lointains ancêtres homo ont ainsi pu libérer leurs mains. Et celle-ci a servi à élaborer, à concevoir des outils. Dans le même temps, la gueule, la face humaine, a pu libérer la bouche, la gueule, de sa fonction de préhension, c'est-à-dire de captation, de saisie d'objets, de choses, pour se consacrer à d'autres usages. La parole, le langage, ainsi naquit le langage. Langage et outil sont donc les deux faces d'un même dispositif. Outils et langage ont permis à l'homme de se détacher de son environnement, de cesser de se confondre avec lui et ont introduit entre le monde et lui un rapport distancié, un rapport médié. L'outil et le langage sont à la fois ce qui nous sépare de notre environnement et ce qui nous relie, ce qui nous rend créateurs, ce qui nous permet d'agir, de transformer, d'influencer notre environnement. C'est ainsi, pour le meilleur et pour le pire, diront certains, mais c'est un tout autre sujet que cette liaison entre la technique et la domination de la nature, que nous n'aborderons pas aujourd'hui, pour rester consacrés à notre thématique du jour, qui parle. Suite à ce long processus d'hominisation que nous venons de décrire, l'homme aurait franchi le mur du langage, selon l'expression du théoricien de l'évolution, Charles Darwin. Mais ce mur est-il si étanche? En effet, qu'est-ce qui différencie finalement le langage humain du son, du cri émis par l'animal? Là encore, Aristote peut nous être utile. Bien qu'il reconnaisse le langage comme la spécificité, comme le propre de l'homme, il établissait dans la politique une distinction très pertinente et très féconde entre la phonée, la voix, et le logos, le langage. L'animal est doté d'une voix. Certes, celle-ci est en deçà du langage raisonné, du langage articulé, pourrait-on dire, mais elle permet d'exprimer des sentiments. Elle est dotée d'une capacité expressive que la langue humaine détient également sous forme, par exemple, d'interjection. L'homme communique sa joie ou sa peine, sa douleur ou son plaisir, son écœurement ou sa surprise. Il en va de même chez les animaux. La chouette ulule, le chat miaule, l'âne braie, le canard cancale. Par ces sons, ils sont capables d'exprimer des humeurs. Ce n'est donc pas dans le registre expressif qu'il faut chercher la spécificité du langage humain. Mais où faut-il la chercher, cette spécificité? Tentons une autre hypothèse. Et si la particularité humaine était dans cette capacité à informer, à traiter, à échanger des informations? L'homme étant un animal communicant, on peut le voir tous les jours par les réseaux sociaux, par la publicité,
par nos téléviseurs, par nos téléphones portables. Dans ce registre aussi, la primauté du langage humain, sa suprématie se voit contestée. L'animal échange des informations. Il est capable de traiter des informations émanant de son environnement, de les échanger avec ses semblables, qui seront eux-mêmes capables de reconnaître les informations reçues, parce qu'ils sont programmés génétiquement pour le faire. On peut aller encore plus loin et dire que cette capacité informationnelle n'est pas spécifique, n'est pas exclusive aux vivants, que ce soit l'homme, que ce soit l'animal, toutes catégories confondues, puisque l'ordinateur, lui aussi, est capable de traiter, d'échanger, de stocker une quantité d'informations qui dépasse l'entendement humain, et ce, en un seul instant. Le codage binaire, qui se limite au chiffre 0 et au chiffre 1, est une nouvelle forme d'écriture, certes simplifiée, certes dématérialisée, qui permet d'échanger un flux infini d'informations. Ainsi, sur ces deux registres, l'expression et l'information, le magistère humain se voit contesté à la fois par l'animal et par l'ordinateur, qui peuvent même se targuer, animal et ordinateur confondus, là encore, de communiquer de façon plus efficiente, de façon plus efficace. L'animal traite et échange des informations. Soit. L'animal a cette capacité d'émettre ou d'envoyer des messages qui sont univoques. L'animal fait ce qu'il dit, nous dit Philippe Breton dans La parole manipulée. C'est l'homme qui est capable de mentir, qui est capable de jouer avec les faits, de travestir la réalité, de la manipuler. Ainsi, l'animal pratiquerait ce qu'on pourrait qualifier de parler fermé. Son message est univoque, il est unilatéral, il est unidimensionnel. Alors que l'homme pratiquerait une parole ouverte. Cette parole ouverte est équivoque, elle est soumise à interprétation. L'homme est capable de mentir, l'homme est aussi susceptible de méprise, de quiproquo, de contresens, de mésinterprétation. C'est-à-dire qu'il peut être victime du langage. Il est sa propre victime. De ce fait, les hommes sont contraints, sont obligés de faire des efforts pour se faire comprendre, pour convaincre leur prochain. C'est ce troisième registre qui s'avère le registre spécifiquement humain, celui de la compréhension. L'homme cherche à convaincre son prochain, à partager avec lui un monde qui soit commun et qui soit tissé par leurs expériences respectives. C'est ce qui rend le langage humain, c'est-à-dire si fragile, et en même temps si créatif. À l'inverse de l'animal, l'homme est capable de se détacher de son environnement, de ce qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il est capable de symbolisation. Il ne se contente pas, comme l'animal, d'émettre des signaux, il fabrique des signes. Ces signes qui sont censés nous renvoyer à quelque chose de présent ou d'absent que je peux mentalement me représenter. Ceci peut paraître abstrait, voire abscon. Alors je vous propose de nous livrer à une petite expérience. Fermez les yeux. Ça y est, c'est fait, vos yeux sont fermés. Alors maintenant, imaginez-vous, représentez-vous une table. C'est bon? Ouvrez les yeux. Si ce que vous avez visualisé est cette table, eh bien bravo. Mais ne nous arrêtons pas là et poursuivons notre expérience. Fermez à nouveau les yeux. Vos yeux sont fermés. Après la table, je vais vous demander d'imaginer un tableau. Ça y est, vous avez un tableau sous les yeux. Maintenant, ouvrez les yeux et découvrez ce tableau. Si c'est ce que vous aviez en tête, alors encore une fois, je vous dis bravo. Corsons un peu l'expérience et fermez les yeux. Je vais maintenant vous demander
de vous représenter la liberté. Ouvrez les yeux. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que moi, la liberté n'est pas là. Plus difficile à visualiser, n'est-ce pas? Sinon, sous une forme allégorique, on peut imaginer un tableau, celui d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple, la statue de la liberté, mais une chose comme une table, plus compliquée. Non, la liberté est abstraite. Pourtant, du mot table au mot liberté, nous sommes confrontés, dans chaque cas, à l'arbitraire de signes qui sont, je l'espère, reconnus par vous et dotés d'une signification. Soyons un peu plus malicieux et jetons le trouble sur ces conventions arbitraires qui sont entre nous. Et mettons-nous à la place de l'enfant qui interroge son parent. « Maman, papa, pourquoi la table se dit table? Pourquoi le tableau se dit tableau? Pourquoi la table ne se dirait-elle pas tableau? Ou alors le tableau liberté? Ou alors liberté table ?» Vous voyez, ces questionnements enfantins peuvent jeter un trouble sur ce qui nous paraissait solide, le langage. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans le mythe de Babel, lorsque Dieu, pour punir la puissance de l'homme démiurgique qui se prend pour l'égal du Dieu, a cassé la langue universelle que chacun pratiquait, pour jeter le trouble dans le langage et disperser les hommes sur la planète. À ce stade, l'homme a cessé d'être en communion avec Dieu et avec la nature. La langue qu'il parle devient un fait de culture, ce qui explique la diversité, le métissage et l'évolution des langues. Ce qui explique également qu'il faille apprendre les langues, qu'elles nécessitent un apprentissage. Je ne peux comprendre les signes énumérés précédemment, table, tableau, liberté, que si j'ai préalablement acquis le français. On peut répéter l'expérience que nous avons menée tout à l'heure en y ajoutant une dimension, la traduction. Au lieu de parler de table, parlons de tavolo. Au lieu de parler de tableau, parlons de canvas. Au lieu d'évoquer la liberté, parlons de Freiheit. Si je ne maîtrise ni l'italien, ni l'anglais, ni l'allemand, alors ces signes que je viens d'émettre ne sont tout au plus que des borborigmes, un charabia indescriptible, indistinct et incompréhensible. Depuis le début de cette séance, nous avons évoqué 3 registres du langage. Le registre expressif, le registre informationnel et enfin le parler ouvert, c'est-à-dire le registre de la compréhension. Nous avons également, pour ceux qui ont été attentifs, jonglé de façon quasiment indifférenciée avec des termes pourtant fort différents. Le langage, la langue, la parole. Il est peut-être temps de faire un retour sur ces notions et de les expliciter pour que les choses soient claires entre nous. Le langage, ce serait la maison de l'être. C'est la faculté humaine du langage qui est présente en chacun de nous et qui est universelle, que vous soyez parlant, sourd ou muet d'ailleurs. La langue, c'est un système de signes fixés dans une société donnée et partagés par une même communauté linguistique. Le français, le catalan, l'espagnol, le breton et même le langage des signes. Quid alors de notre 3e dimension, la parole? La parole est en quelque sorte la mise en action de la langue. Quand je parle, je me constitue, moi le locuteur, en sujet du langage. J'énonce, j'agence, je combine des mots, des signes, dans un ensemble plus grand que forment les phrases. On pourrait reprendre la jolie expression qu'emploie Ali Ben Makhlouf dans son ouvrage « La conversation comme manière de vivre » et définir la parole comme l'aventure de la phrase. La parole et la phrase se fraient un chemin, ouvrent une voie jusqu'à autrui. Lorsque je parle, je m'ouvre, je me dévoile, je m'expose à un autre
dont je guette et dont je sollicite la réaction. Dans la parole, on s'en remet toujours à l'autre, à son intelligence sensible. On s'en remet à l'autre et on fait le pari de la réciprocité. Ce que j'attends de l'autre, j'imagine qu'il est capable de me le donner aussi en retour. Dans la parole, je prends toujours le risque d'être entendu.